Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a des retours de blessures, de travail, on a des retours de partout, messieurs. On a surtout retrouvé notre défenseur avec la diste, c'est Yves. Comment il va, Yves? Et ça va bien, et vous? Ça va. Un milieu de terrain très travailleur aujourd'hui, messieurs. Il n'y a pas de blessure à la cheville. Là, il y a que des mecs qui courent. C'est Nathan, Oxens, Mehdi pour la feuille de match. Comment ça va, les gars? Ça va, super. Et notre attaquant de pointe aussi efficace que Rissédé et Bayo mélangés, c'est Anthony pour lesvues.com. Comment ça va, Anthony? Merci. Allez, on va être ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au programme, on va parler du débrief Toulouse-Grenoble de ce premier match de barrage de Toulousain. On fera une preview débat du futur match de barrage entre Toulouse et Nantes. L'interview supporter aussi de Loïc, que je n'ai pas présenté. Loïc, notre supporter qui est avec nous. Comment ça va, Loïc? Pardon. Ouais, ça va. Non, pas de souci. Salut à tous. Ça prouve une chose, il ne renouvelle pas ses fiches. Non, c'est surtout que je ne l'ai pas imprimé et que je suis en train de faire 2 choses à la fois et ce n'est pas bien. C'est parce que je suis à la bourre encore une fois. Donc, je m'excuse, Loïc. Bienvenue à toi dans l'émission. Pas de souci. Du coup, l'invité supporter de Loïc qui est avec nous, bien entendu. Et vous pourrez réagir avec nous en direct sur la page lesvues.com ainsi que la feuille de match. Ce n'est pas Vincent aujourd'hui, il est excusé. C'est Nathan qui va gérer les réseaux. Donc, c'est Nathan qui vous répondra sur les réseaux. N'hésitez pas à insulter Vincent puisqu'il n'est pas là. C'est le moment, bien entendu. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Maga de la tête! Incroyable! Yann Potiger pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Potiger! Allez, messieurs, on est parti pour cette émission, tout simplement. Et juste une petite news rapidement. Il y a une petite vidéo qui est sortie, messieurs, à 19h samedi de la part de la com du TEF avec le hashtag Toujours Debout. Une petite vidéo qui a fait plaisir à nombreuses personnes. J'aimerais juste vous poser une rapide petite question. Est-ce que cette nouvelle com du TFC est-elle appréciée de votre côté, sachant qu'on passe quand même d'un néant total ces dernières années, enfin pas total, mais très peu de communication, à une limite beaucoup de com cette année avec plein de bonnes choses, des intimités du vestiaire, etc. Et là, une petite vidéo qui a donné quelques petits frissons quand même, on ne va pas se mentir, sachant qu'on ne va plus au stade depuis 1 an. C'était assez sympathique. Comment vous avez vécu ce petit moment, vous? Bien, de toute façon, je vais pas dire c'est mieux que rien parce que ce qu'ils font, c'est franchement pro, c'est professionnel. Ça donne l'impression d'être presque totalement maîtrisé. Voilà, il y a 2-3 petits trucs qu'ils n'ont pas forcément fait nickel. Hein. Je pense qu'on en avait déjà parlé avec Maxime. Voilà, il y avait des choses à améliorer sur certains trucs quand ils sont venus, notamment chez les supporters. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Après, moi, je suis pas tout le temps sur les réseaux, donc la vidéo, je l'ai vue après. Voilà. Mais non, écoute, c'est dans la lignée de la saison. On a l'impression, et ça donne l'impression, surtout aux gens, je pense, qui sont loin, et puis encore plus une année Covid, d'avoir au moins un certain lien avec le club, même si le club, encore une fois, ne montre que ce qu'il veut. Et il nous montre des choses, et ça Mais change, voilà, clairement. c'est ça, il montre quand même certaines choses, et ce qui donne un petit peu l'impression d'être avec eux. Et voilà, on le voit sur les accueils de bus, les gens répondent à peu près présents, et c'est plutôt bien, quoi. Voilà, ça a maintenu ce lien-là dans cette année spéciale, et je pense que c'était important. Ouais, puis je souhaitais un peu le souligner parce que quand même, on leur a assez pas marché dessus, mais on a assez refait de remarques par rapport à ça les années précédentes. Là, comme c'est quelque chose de bien, on peut aussi le souligner. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose avant qu'on en fait? C'est maîtrisé, c'est réussi et surtout, ça sort pas de n'importe où. Puisque, en gros, ce clip vidéo, il fait suite à tous les entretiens qu'ils ont pu mener, qu'on avait abordé vite fait, qu'ils ont mené autour des
des supporters, enfin des représentants de supporters, puisque c'est plus facile pour eux, des personnalités liées au club comme Jeannot Rességuier, France Pierron, etc. Tous les gens qu'on connaît dans la sphère médiatique qui sont proches du club, les joueurs, l'entraîneur, le staff, etc. Et cette vidéo, en fait, elle essaye de centraliser et de condenser tout ce qui a pu ressortir de ces entretiens, en fait. Donc, c'est travaillé en amont, ça sort pas de n'importe où. Il y a une vraie volonté de remettre, de garder les supporters au cœur du projet, une vraie volonté de conserver le travail sur l'identité, puisque il y a eu, on se souvient que la volonté de bouger le Secanto a fait beaucoup réagir dans les milieux occitanistes, et on a récupéré, puisque les infos nous reviennent un peu, puisqu'on avait été sollicité avec l'ADIST par rapport à ça. Damien Comolli a répondu aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non. Plutôt, on m'a transmis aujourd'hui la réponse de Damien Comolli, des adjoints à la mairie, qui l'avait interpellé sur la nécessité de conserver le côté occitan du club, etc. Et sa réponse est claire et nette que pour eux, il n'était en aucun cas dans l'idée de changer tout ça, et que au jour d'aujourd'hui, ils sont à travailler sur ce qu'on avait soulevé nous, c'est-à-dire sur une version un peu plus dynamique du Secanto, par exemple. Voilà. Okay, donc en gros, les supporters sont consultés et ils tiennent compte, même quand il n'y a pas de consultation, ils tiennent compte des remontées, de tout ce qui peut revenir des supporters, et ça, c'est plutôt très intéressant. Ouais, mais c'est important de le souligner. Loïc, toi, rapidement, pour clôturer cette petite news, toi, en tant que supporter, tu as apprécié cette vidéo? Forcément, vu que on passe, comme tu l'as dit, on passe du néant quasiment à un peu de com. Alors après, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a rien eu avant que voilà, on est tous un peu hype et contents. Mais je trouve que le timing est intéressant aussi. Ça, on sent qu'ils l'ont travaillé et qu'ils ont bien choisi le moment où ils allaient le mettre. Et mine de rien, voilà, comme l'a dit Mehdi, c'est une année spéciale, et il faut dire aussi que depuis qu'on a été racheté, on n'est jamais allé au stade. Ouais. Très peu. Perso, j'y suis jamais allé. Donc, comme beaucoup, je pense. Donc, je pense qu'on est tous impatients d'y revenir, et ça nous tient en haleine, et ça nous donne envie, peut-être à certains, d'aller au bus jeudi, par exemple. Ou, voilà, ça tient en haleine les supporters. Donc, c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Exactement. Bon, voilà, on voulait en tout cas le souligner. Messieurs, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va enchaîner, on va débriefer ce premier match de barrage entre le Toulouse Football Club et Grenoble. Donc, Grenoble qui s'était défait du PFC est venu affronter nos Violets en ce premier match de barrage. La compo était simple. C'était un peu du classique quand même, côté toulousain, même très classique. Parce qu'on avait Dupé, Amiens de West, Diakité en défense centrale, Spiring, Koné, De Jaeger au milieu de terrain, Machado, Morera en piston, et Agli, Bayo. Du coup, il avait tranché pour Bayo, Patrice Garande. C'était le grand débat de la semaine dernière, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Le film du match, déjà, tout a commencé sur le parvis du stadium avec un énorme accueil des Indians et de tous les supporters présents. Et ça, je pense que ça a donné plein de force à nos joueurs, parce que l'accueil du bus était un des plus impressionnants de la saison. Après, sur le terrain, ça s'est concrétisé très rapidement, puisque dans les premières minutes, il y a Machado qui rentre un peu intérieur, qui va trouver Koné côté gauche et qui va aller tomber dans la surface. Un petit contact assez généreux quand même, on y reviendra après, mais ça fait pénalty pour le Tech. 1-0 transformé par Spiring, qui se loupe dans un premier temps, mais qui va se rattraper de la tête. On n'a pas vu souvent louper des pénaux, Spiring, mais il s'est bien rattrapé. Ensuite, on a Grenoble qui va réagir un peu avec JT, qui élimine De Watts facilement sur un crochet plein axe, qui va trouver un partenaire sur la gauche et trouver ensuite une barre transversale sur une tête. Puis là, un peu le moment de flottement, et puis le moment magique de Lionel Messi Machado, j'ai envie de dire, messieurs, qui sur son côté va mettre les gaz et enchaîner les dribbles et trouver Manu Koné en retrait. 2-0 pour le TEF. On se dit que c'est quand même très très bien parti pour notre TFC.
Grenoble, quand même, n'addicte pas, continue d'attaquer, mais ne va pas vraiment inquiéter Juppé dans ce match, même s'ils vont avoir quelques occasions. Et en fin de match, notre Montpellierien préféré viendra mettre son 15e but de la saison et clôturer la rencontre sur un score sans appel de 3-0. Bon, l'essentiel, c'est pas les 3 points, là, pour le coup, mais l'essentiel, c'est la qualif, messieurs. Mais quelle qualif? Parce que 3-0 face à Grenoble, c'est quand même… on a imposé notre jeu, on a imposé notre rythme et on a su faire preuve d'efficacité. Nathan? Ouais, ça a été une victoire. Voilà, on a vu ces matchs à domicile, pas mal de fois cette année, on va dire beaucoup de solidité, très peu inquiété, mis à part, on va dire, la barre de JT en première mi-temps. Après, voilà, on l'a dit, c'est des individualités. C'est Machado qui a fait un match énorme. Il fait un match énorme parce qu'il est beaucoup aidé aussi. D'ailleurs, les Violets ont fait un bon article sur sur la prestation de Machado. On a vu vraiment l'influence de Koné dans le jeu, de Bayo qui ont libéré pas mal d'espace, qui a fait que Machado a pu faire un match énorme. Donc voilà, ça a été une belle victoire avant de se diriger vers les barrages. Vraiment, voilà, ça donne de la confiance. Beaucoup de joueurs ont été à la hauteur et voilà, c'est amplement mérité. Est-ce que ce n'est pas Garand aussi qui, tactiquement, a totalement gagné son match face à Philippe Isberger? Anthony, je te vois hocher la tête. Forcément, parce que, sans manquer de respect à Grenoble, qui est une excellente équipe, je pense qu'on a totalement dominé le match et que jamais on a craint de ne pas gagner ce match. Donc, ça passe aussi par un bon coup tactique. Je pense que pour dominer une équipe comme Grenoble en Ligue 2, c'est quand même une belle performance. Et je pense que effectivement le schéma tactique y a également compté. On a parlé des individualités, mais également 3-0 n'est pas arrivé sans un bon schéma tactique du coach. Ouais. Tu penses tactiquement, tu as trouvé Garand peut-être son plus beau match de la saison ou pas? C'est ce que j'allais te dire. Je retiens quand même la grosse performance collective de l'équipe. On a été quand même meilleur physiquement et techniquement, je pense. Et on est efficace en plus. Donc, franchement, est-ce que selon vous-même, c'est pas un match presque parfait de la saison? Est-ce que c'est pas au moins l'un des meilleurs de la saison? Oh, la contre-question d'Oxens, les gars. Alors, après, plus que se limiter à Garande, j'ai envie de saluer le travail de tout le staff. Parce que quand on voit comment une semaine avant, on finit avec des mecs qui sont au bout du rouleau, qui n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre et qui n'avancent plus, et tout ça, ceux qui étaient sur le terrain, Adli, etc., ils n'y arrivaient plus. Et la renaissance physique de cette équipe, parce que je pense que plus que tactiquement, c'est surtout physiquement, on a été vachement plus frais. Tactiquement, effectivement, il y avait une mise en place avec une volonté qui a été mise en avant par le coach de presser très haut, de les prendre directement à la gorge. Mais tout ça, ça n'a été possible que par une chose, c'est que physiquement, on était au point et au top. Et c'est physiquement, on leur a roulé dessus, puisqu'on leur a pas laissé… on les a pas laissés pouvoir sortir une seule seconde. On leur laisse une occasion franche qui finit sur la barre. Mais sinon, après, il n'y a pas eu une seconde où on s'est senti en difficulté, où on a eu peur que ce match tourne mal, en fait, parce qu'on l'a dominé de la tête et des épaules. Et c'est certainement le match le plus abouti sur 90 minutes de la saison. Et le match où tout le monde a mis tous les ingrédients de la première à la 90e minute et où on a même pu, et ce qui est notable, se payer le luxe de faire souffler nos éléments principaux et en les sortant quasiment à l'heure de jeu, quoi. Surtout que post-Covid, c'est ça qu'on avait peur. On ne va pas se mentir que nos joueurs sont un peu faibles physiquement. On l'a vu sur les matchs auparavant. Et là, c'est vrai qu'ils sont arrivés à un joli pic. Loïc, sur ce match, cette première action de Koné, le penalty donné d'entrée de jeu, pour toi, il est évident ou ça peut se discuter quand même? Pour moi, le contact il est léger. Koné va le chercher, mais il y a quand même contact, je trouve. En plus, l'arbitre est juste devant, il me semble. Pour moi, il y a penalty. Après, voilà, il n'y a pas besoin de faire une énorme faute pour siffler le penalty. Pour moi, il y a faute, c'est logique. Voilà. Ça nous lance bien quand même dans ce match. C'est au bout de 3 minutes ou 4 minutes de jeu, même pas. C'est quand même le meilleur scénario.
Première minute, ouais. Première minute, c'est 1 minute 20 secondes ou un truc comme ça que la faute est faite. Mais après, ça aussi, c'est fait parce que on avait décidé de les prendre au haut, d'aller les provoquer. Et si tu regardes directement, on se rue à l'assaut. Et sur cette action-là, c'est assez symptomatique. Je crois qu'on a quasiment 6 joueurs dans les 25 derniers mètres. Au bout d'une minute de jeu, c'est rare de voir des équipes être aussi sûres de leur fait et de leur volonté et être à ce point en avant par rapport à ce qui peut être fait d'habitude. Et ce qui était intéressant sur ce match, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que d'habitude, on va faire des gros débuts de match, mais on va un peu s'effondrer, laisser l'adversaire revenir, on va peut-être louper un peu plus nos deuxième mi-temps, etc. Là, je trouve que sur ce match-là, on a su gérer nos temps forts et nos temps faibles. Et on a eu des temps faibles, hein, bien sûr, comme dans un match, mais on a su mieux les gérer que d'habitude. C'était peut-être ce match où il fallait bien le faire et les prochains matchs aussi, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on a réussi à trouver le juste milieu. Mehdi, t'en penses quoi? Alors moi, je ne vais pas trop dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi. Pour avoir revu le deuxième match, bon, c'était en fond, sans être penché dedans et donc à froid. Je pense que le match était gagné au moins physiquement grâce au travail du staff dans la semaine. Ça, je suis absolument d'accord avec Yves. Surtout Grenoble a enchaîné des matchs en très peu de temps et donc était moins bien physiquement. Donc sur le plan physique, je pense qu'on les a juste écrasés physiquement. Voilà, on est resté sur notre schéma habituel. Le but sur penalty très rapide nous met dans une très bonne situation. Voilà, nous permet d'être plus serein malgré beaucoup d'erreurs techniques. Ça, on les oublie de par le résultat. Mais il y a beaucoup de fébrilité au milieu de terrain. Le seul qui a surnagé, qui s'est raté 5-10 minutes et après qui a surnagé, ça a été Manu Koné. Spearings, les premiers ballons, c'est une catastrophe. Diakité, les premières relances, c'est une catastrophe. Amin Adli a eu beaucoup de déchets. Lui, ça a été tout au long du match, même s'il s'est toujours démené. Et ça, on ne va pas lui en vouloir. Voilà, il y a eu beaucoup d'activités. Il est passé un petit peu au travers quand même. Beaucoup de déchets. Et en fait, moi, j'ai jamais été, après au troisième, etc., en fin de match un petit peu plus, et même quand on a eu le sentiment qu'il faisait tourner, un petit peu plus, mais j'ai jamais été serein, moi, à 100%, comme je l'ai vu partout. Parce que j'ai senti que sur 2-3 relances, c'était pas si net que ça. Après, la chance qu'on a eue, je pense, c'était que vraiment Grenoble était cramé et ne savait absolument pas profiter de ça, tout simplement. Voilà, ils étaient complètement en dessous du niveau de Toulouse et du niveau du barrage parce que je pense qu'ils étaient un peu émoussés physiquement. Mais honnêtement, moi, je trouve pas que. Je pense qu'on a fait quelques matchs qui étaient meilleurs que ça dans la saison, mais parce que je ne sais pas si c'était l'enjeu. Moi, j'ai senti 2-3 fois qu'il y a les pieds qui brûlaient un petit peu et pour l'avoir revu derrière, il y a du déchet. Il y a pas mal de déchets au milieu de terrain sur des passes assez simples, assez faciles et voilà, certains joueurs sont tombés un peu là-dedans. Après, ça ne change pas une chose. On les a écrasés physiquement. Voilà. Machado, pour moi, c'est le plus bel exemple de tout ça. C'est que physiquement, il les a bouffés. Latéral droit, là, Abdou Demba, je ne sais pas quoi. Il sait que c'est le numéro 3, Machado, mais c'est tout. Voilà, il a souffert tout le match et ils n'ont pas trouvé de solution là-dessus. Voilà, je pense qu'on a profité de ça, qu'on a été meilleur physiquement. Après, moi, dans la tête, je pense que si un adversaire nous avait mis plus en difficulté, je ne sais pas si on était totalement prêt. Parce que moi, j'ai vu 2-3 fébrilités qui auraient pu faire que, je te dis, des fébrilités techniques dans les relances, des pieds qui brûlaient. Moi, c'est ce sentiment-là que j'avais, notamment, alors surtout sur les 25 premières minutes. Ensuite, ça a été un petit peu mieux, c'est plus que par bribes, ces erreurs techniques. Donc, voilà, c'était presque normal, mais je trouve que au début de match, franchement, ce penalty nous met super bien, quoi. Parce que si on regarde bien, il y a quand même 2-3 erreurs. Mais tant mieux si on arrive à gagner en faisant des erreurs. Contre Nantes, on en ferait peut-être moins, mais tant mieux. Et on pourra. Tu veux réagir? Oui, parce que je suis d'accord. Effectivement, techniquement, on a vu un match de niveau Ligue 2, donc il y a eu des erreurs techniques, mais des deux côtés. Par contre, ce qui a été notable et appréciable, c'est ce qu'on n'a pas vu toute la saison, ce qui a parfois fait défaut au TEF, c'est que dans la mentalité, dans l'état d'esprit, on a été là tout le temps. Effectivement, Diakité était le plus en difficulté des centraux, mais si tu regardes bien,
Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que ça a été un très bon match de Wast dans ce côté-là. C'est que à chaque fois où il y a eu une erreur de Diakité ou quoi, il était là à côté, il venait lui taper sur l'épaule, il venait lui dire c'est pas grave, il s'est rien passé, c'est bon, voilà. Et tu as ce qui nous manquait les années précédentes, quelques mecs qui se dégagent comme ça en leader sur le terrain. Et d'habitude, c'est Gabrielsen qui le fait. Et là, il a été super bien suppléé par De Wast. Amiens est plus en retrait dans son caractère, voilà, mais De Wast derrière, il a passé son temps à encourager tout le monde, à remotiver tout le monde, à replacer les gens. Alors, il n'a pas tout fait parfaitement, mais comme tous, hein, et c'est dur d'être parfait sur un match complet. Mais on a vu quelques attitudes qui donnent beaucoup d'espoir pour la suite, parce qu'il n'y a qu'avec cette mentalité-là et ce physique-là qu'on pourra bien gérer les 2 barrages face à la Ligue. Loïc, tu es d'accord sur ce match? Après, on envoie Nathan qui a des réactions sur les réseaux. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense qu'on est avec le match retour contre Grenoble où j'avais senti qu'on était un cran au-dessus. On sent aussi qu'on était quand même un cran au-dessus même si techniquement on n'a pas été parfait. Mais je trouve que par exemple, quand en seconde période, on a eu 10 minutes, un quart d'heure où on a laissé un peu le ballon, 20 minutes, et on sentait que derrière c'était serein, même si Bafo, par exemple, il était dans les duels, il était très bon, mais il était un peu fébrile dans la relance. Mais sinon, après, j'ai jamais senti que Grenoble a les capacités de marquer. En deuxième mi-temps, leur seule occasion, c'est des frappes de loin. Donc, je trouve qu'on a bien géré dans l'ensemble et on n'a pas eu trop de trous physiquement. Après, le match mardi qu'ils ont eu, ça a aidé aussi, je pense. Ouais. Nathan, des réactions des gens qui nous suivent sur les réseaux. On va dire sur le réseau, c'est quand même dans la même lignée de ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Beaucoup de satisfaction, notamment du point de vue offensif, du point de vue de l'entraide. Lucas qui trouve qu'on a un vrai groupe qui s'entraide, qui a vraiment tous les joueurs qui font les efforts l'un pour l'autre. Après, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Les inquiétudes viennent du secteur défensif. Alors, c'est paradoxal parce qu'on n'a pas pris de but, on a été très peu inquiétés. Mais pas mal de personnes ont trouvé la prestation de Diakité un petit peu, qui n'était pas très rassurante, comme Dany et Philippe qui trouvaient aussi que cette défense n'appelait pas à la sérénité avant les barrages. De toute façon, Diakité ne jouera pas puisqu'il y a retour de Gabrielsen. Ouais. Donc déjà, c'est… Mais au-delà de ça, dans l'engagement et dans l'envie, moi, je n'ai rien à reprocher à Diakité. Au contraire, il s'est donné. Il a juste été très brouillon. Voilà, c'est tout. Dans la relance, surtout. Moi, je trouve dans les duels, il était impeccable. C'est juste la relance, il a les pieds qui tremblent un peu, mais comme depuis qu'on le connaît, je n'ai jamais vu c'est pas son point fort. Après, je trouve… Et c'est un peu… des meilleurs derrière dans les duels, j'ai l'impression pour moi. Oui, mais dans la relance, après, c'est un peu logique aussi quand il faut garder à l'esprit que c'est un joueur qui n'a été que remplaçant, qui n'a joué quasiment que des bribes de match ou au coup par coup. Et c'est beaucoup plus difficile d'être serein dans ses relances et d'être à l'aise avec ses partenaires quand tu joues peu. Et il joue Donc, il n'y a rien d'illogique dans la prestation de Diakité et ça montre juste que la hiérarchie est claire et nette et qu'elle est difficilement discutable. Ouais, Anthony, Machado qui me fait une masterclass sur ce match. Là, on était content de l'avoir recruté. Déjà toute la saison, on a été très content de le voir à l'œuvre. Mais là, quel match de Dever Machado, Anto. On t'entend pas, il faut mettre le micro, Anthony. Ah non, c'est bon. Et là, c'est bon, normalement. C'est bon. Très bien. Non, mais je disais comme d'habitude, du coup, il a été l'homme du match, mais il est surtout, je pense, l'homme de la saison. Même si je trouve que la force, bien sûr, la force de l'équipe, c'est le collectif, mais quand même, quand on a cette individualité-là dans notre effectif, c'est quand même pas rien. Il nous a quand même beaucoup apporté offensivement. Je parle globalement de la saison, mais également de ce match. Et on l'a bien vu de toute façon. Et d'autant plus quand on voit les défenseurs gauche qu'on avait auparavant, ça fait quand même pas mal de bien d'avoir un mec fiable. Et on voit toute l'importance que ça peut avoir. Voilà. Je ne dis pas ça par rapport au retour d'Issagassila, mais… Non, mais surtout dans ce système-là, surtout dans ce 3-5-2. Donc, c'est très important d'avoir des mecs qui ont… Un mec bon, quoi, ouais. Un mec bon techniquement, c'est primordial. D'autant plus dans le 3-5-2, je suis d'accord, mais bon, dans les dispositifs précédents, ça n'aurait pas fait de mal non plus. Voilà, ça fait du bien. Bien sûr. Messieurs, bon, c'est un peu les tops et les flops, du coup, sans vraiment les avoir dit. Donc, Machado, bien sûr.
Koné, on peut souligner aussi une belle prestation de Manu Koné. Et ça fait un moment déjà qu'on dit qu'il fait des belles prestats, Koné. Mais là, il a été aussi bon, quoi. Et c'est comme il est dans la lignée de ses dernières prestations. Il est très bien physiquement. Est-ce que le fait d'avoir moins joué au cœur de l'hiver aussi, parce que lui était moins bien de toute manière, lui fait du bien? C'est possible aussi. Est-ce qu'il s'est reconcentré sur l'objectif de fin de saison? C'est possible aussi. Mais effectivement, Manu Koné, c'est plus le même, quoi. Il y a 3 mois, c'était pas le même. C'était pas le même joueur. Il était beaucoup plus en dilettante. Enfin, je sais pas, il donnait pas du tout la même pression sur le terrain. Donc, tant mieux qu'on l'ait récupéré parce qu'il a quand même quelque chose dans les pieds. Il a franchi un cap. Peut-être tout simplement, peut-être qu'aussi d'avoir été mis sur le côté, il a fait peut-être plus bosser l'entraînement et fait franchir un cap. Enfin, en décembre, je suis désolé, on n'avait pas la même discussion. Rappelez-vous, c'était Manu Koné est à sa place quand il est remplaçant. Là, on peut pas dire ça. C'est ça. Oui, et puis tu peux pas perdre de vue aussi que c'est un joueur serein, qui sait de quoi il fait son avenir, qui sait où vont se placer les choses. Et c'est pour ça que c'est très bien de l'avoir géré dès le mercato. Et que je sais plus qui, je crois que c'était toi, Camille, qui disait que les joueurs prêtés, c'était toujours un échec. Ouais, voilà. Lui, a priori, ça lui a fait énormément de bien parce qu'il a pris confiance en lui, confiance en ses capacités. Et je pense que là aussi, il faut remercier le staff, Patrice Garande et les joueurs d'expérience qui lui ont permis de franchir ce cap et de prendre conscience de ses qualités et de ses capacités. Et son état d'esprit aussi, parce que mine de rien, si lui ne veut pas le faire, il ne l'aurait pas fait. Yves, je pense qu'il a conscience de ses capacités et parfois un petit peu trop, Manu Koné. Il y a encore du progrès à faire là-dessus. Et je pense qu'il a progressé là-dessus aussi, peut-être, dans son humilité, etc. Et peut-être que, voilà, après, il a toujours parfois des touches de trop. Et c'est un jeune joueur. Il n'est pas fini encore, Manu Koné. Hein. Il a 20 ans. Il n'a absolument pas fini. C'est un jeune joueur qui. Voilà, mais effectivement, c'était un cas très spécial. Quand on a un objectif en fin de saison, quand on est dans son club formateur, peut-être que lui, ça lui a fait du bien. Mais effectivement, parfois, Camille, tu le disais à l'époque, il y a certains joueurs pour qui, en fait, ils sont déjà partis et c'est presque trop tard. Lui, non. Ça a été bénéfique et voilà, et ça a participé à la fin de saison du TEF parce que Van Den Boomen est quand même beaucoup moins bien et il faut un troisième milieu de terrain. Ouais. Oxens, est-ce que tu mettrais un autre top entre Koné et Machado? Est-ce qu'il y a un autre joueur qui t'a impressionné? Attention, Mehdi te surveille. Coach Mehdi te surveille. Le signe pour le joueur. Maillot. Ouais, c'est ça. Il a fait un bon travail de sable, certes, mais après, c'est un peu dommage qu'il rate les 2 occasions là, que j'ai en tête. Mais sinon, oui, après, je pense qu'il est indirectement, il influe le but de Hillet à la fin du match. D'autres joueurs à se mettre sous la dent, j'allais dire, pour les tops. Dupé. Comme d'hab, ouais. Dupé qui n'a rien eu à faire de tout le match et les seules interventions qu'il a eu à faire qui ne sont pas évidentes, il les a bien faites et ça a beaucoup aidé à ce qu'on puisse rester serein. Je trouve d'ailleurs que Dupé a franchi un cap aussi ces dernières semaines, enfin ces derniers mois plutôt. Tout à fait. Voilà. C'est un peu comme Manu Koné, ils ont fait 3 derniers mois, c'est bon tous les deux, par exemple. J'ai une petite réaction. Enfin, je trouve, à l'approche des barrages, on a les joueurs clés qu'on attend au tournoi qui sont vraiment au niveau. On a parlé de Machado qui revient physiquement. On a parlé de Koné qui affirme vraiment son rôle de leader et Dupé aussi, voilà, qui n'est pas forcément inquiété, mais qui rassure aussi cette défense. Donc, je trouve que c'est quand même. On a quand même le meilleur joueur de Ligue 2 qui a peut-être souffert, etc., qui, honnêtement, sur les dernières prestations. Ouais, j'allais le dire. Galère un petit peu. C'est-à-dire passe un peu à côté, ouais. Il est toujours aussi actif. Déjà, au début du match, je pense qu'il n'était pas bien cramponné. Il glissait n'importe comment. Il n'avait pas les mêmes appuis pour dribbler, etc. Il a l'œil, ce Mehdi, il a l'œil. C'était pas la folie, quoi. C'était pas le Amin Adli qu'on a vu, on va dire, les quelques dernières semaines. Enfin, si, c'est justement, on l'avait vu dans ce schéma-là sur les quelques derniers matchs, mais ce n'est pas celui qu'on avait vu avant et celui qui, au moins, aurait pu être dans les 4-5 meilleurs joueurs de Ligue 2 et pas meilleurs joueurs de Ligue 2. C'est celui qui avait l'air d'avoir le moins bien récupéré physiquement, en fait. Ouais. C'est lui qui avait l'air d'être le moins bien physiquement sur le terrain par rapport à ses partenaires. Et j'ai eu l'impression que ça lui donnait tendance à essayer d'en faire toujours un peu trop pour essayer de se mettre au niveau. Et en fait, il a pêché à ce niveau-là, à vouloir trop en faire souvent, être peut-être trop actif par rapport à ce qu'il avait dans les jambes. Loïc. Oui, je voulais dire juste pour Adli, enfin, moi je mettrais Deyaguro aussi physiquement.
Pour comparer un peu, c'est les deux qui sortent le plus tôt en ce moment. Et après, Adli, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à bien jouer, à gagner sans lui, quoi. Pas sans lui, même s'il a créé. Oui, en passant à travers. On ne dépend pas de Adli. Oui. Parce que si Bayo la met, si il est bon, il a fait, je crois que c'est lui qui fait la passe à Ilé quand il crochette et qu'il frappe. Il aurait pu faire 2 passes décisives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne sans lui et on joue plutôt bien. Donc, on a d'autres armes que Adli, quoi. Non, mais c'est intéressant. Camille De Jaguereux, on se souvient que c'est le seul, enfin un des seuls. C'est un de ceux qui a le plus souffert du Covid et il le dit d'ailleurs. De jouer et ça s'explique également. Mais De Jaguereux, même en trottinant sur le terrain, il est juste indispensable en fait. Ouais. Il est juste indispensable. Et un autre, moi, que je ressors, même s'il n'est pas bon, et qui est indispensable pour l'instant à l'équilibre de l'équipe et pour pouvoir faire jouer Manu Koné et De Jaguereux devant, c'est Spearings. Spearings n'est pas bon. Et Spearings fait une passe d'ess, un but quand même dans l'histoire. Hein. Ouais, mais il permet aux autres, en ayant ce poste de sentinelle, de s'exprimer plus librement. Et que ce soit Bibiche ou Koné, eh bien, ils sont beaucoup plus libres derrière. Et il n'y a aucun autre joueur qui peut tenir ce rôle-là. Aucun. Voilà. Ouais, on va en reparler après, on va enchaîner, on en parlera sur la future compo. Juste un dernier, parce que moi j'ai envie de me faire taper dessus. J'ai trouvé que le match de De Wast était très intéressant. Alors tout n'est pas parfait, il s'est parfois fait éliminer, mais il a été très très bon dans le combat, il s'est toujours accroché, il a récupéré quelques actions qui étaient mal embarquées, et surtout dans ce rôle de leader et de grand frère un peu rassurant pour toute la ligne de derrière, où j'ai trouvé qu'il a beaucoup communiqué, beaucoup parlé, et je pense que ça y est pour beaucoup sur la réussite qu'on a eue à ramener un clean sheet sur ce match-là. Bien propre aussi. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Messieurs, on enchaîne. On va avoir le temps de débattre de nos joueurs pour la compo face au prochain match. Donc, la 38e journée de Ligue 1 s'est terminée dimanche soir et c'est le FC Nantes qui sera barragiste. Peut-être, quand on regarde un peu les dynamiques, le plus mauvais des tirages, hein, parce qu'en termes de dynamique, c'est ceux qui avaient la plus belle des dynamiques avec 4 victoires d'affilée et cette dernière défaite. Mais voilà, c'est qu'une question de dynamique. Quand on finit quand même 18e de Ligue 1, c'est qu'il y a un truc qui a merdé dans l'histoire. Nantes, messieurs, ça sera jeudi 20h45 au Stadium. Et pour commencer, il y aura un accueil de bus. Les Indians ont relancé un appel à tous les supporters toulousains. Ça sera rendez-vous 18h30 sous le pont, si je ne dis pas de bêtises. 18h15. 18h15, merci Yves. Mais j'ai le quart d'heure toulousain, c'est pour ça que 18h30. Ouais, mais il faut éviter, parce qu'avec un match à 20h, 18h30, c'est risqué d'avoir vu le bus passer sous le nez. Exactement. Le match sera à 20h45, le retour dimanche à la Beaujoire à 18h. Donc, voilà, messieurs. Donc, on va essayer de regarder un peu plus en détail ce match. Donc, les Nantais sur la saison, messieurs, c'est 9 victoires, 13 nuls, 16 défaites, mais c'est surtout 4 entraîneurs. Christian Gourcuff jusqu'en décembre. Patrick Collot en intérim sur 4 matchs. Le grand Raymond Domenech pendant 2 mois. Et le dernier en date, Antoine Camboiré. La vieille connaissance toulousaine qui est passée sur le banc de Toulouse pour 13 matchs et un total magnifique de 11 défaites et 2 victoires. Quel bilan splendide de la part de Antoine. Messieurs, Nantes, moi personnellement, je pense que c'était peut-être pas l'équipe à ne pas choper, mais j'ai vu qu'il y en a certains qui tiquaient. Auxence, toi, qu'est-ce que tu penses que tu aurais préféré peut-être un autre ou voilà, c'est Nantes, c'est comme ça, on s'en fout, de toute façon, il va falloir y aller, il va falloir les taper. Non, moi je suis bien content que ce soit Nantes juste pour envoyer Camboire en Ligue 2, c'est tout. Et Kita. Oui, et puis tu parlais de dynamique tout à l'heure. Alors ok, ils avaient gagné leurs 4 derniers matchs, mais au niveau mental, je ne sais pas comment tu digères, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'aune de la 38e journée, ils étaient sauvés. Hein. Bien sûr. Ce n'était pas eux qui étaient en barrage. Hein. Bien sûr. Donc si au départ de la journée, c'était eux qui l'étaient, mais ils recevaient… Pendant le multiplex. Voilà, ils recevaient Montpellier qui jouait plus rien. Brest allait perdre. Il leur suffisait d'un match nul en fait pour ne pas être barragiste.
Et normalement, quand une équipe qui ne joue plus rien, or, il y avait des Zakaria en face. Il avait des comptes à régler, le coach montpelliérain. Mais par contre, je suis d'accord sur ça. Nantes, je ne suis pas sûr que ça soit ils soient si bien que ça mentalement, parce qu'ils ont quand même perdu dans les derniers instants. Ils avaient quand même un penalty sifflé pour eux qui leur a été refusé, ils gueulent un peu là-dessus, etc. Donc ils ont beaucoup espéré parce qu'à 2-2, ils étaient sauvés. C'était Brest qu'on avait en barrage. Donc ils ont quand même un coup de bambou sur la tête. Hein. Et bon, puis en plus là-dessus, dans quel état d'esprit vont être certains joueurs? Moi, je pense à Albon Lafont et l'autre jeune qui devait jouer l'Euro Espoir et qui était censé partir en Euro Espoir et qui se retrouvent les deux à devoir lutter pour le maintien avec Nantes alors que je pense qu'ils s'étaient projetés sur une autre compétition. Voilà, des joueurs qui savent pas trop où ils vont être l'année prochaine et qui pensent peut-être plus à leur avenir qu'à l'avenir du FC Nantes. Donc, même si on sait que statistiquement, c'est favorable au club de Ligue 1, les dynamiques sont totalement inversées, plus des comptes à régler, plus le fait de retrouver Comboiré pour les joueurs qui l'ont connu chez nous et qui vont avoir à cœur de lui montrer que toutes ces déclarations où, en gros, il a toujours déclaré que c'était pas de sa faute si on perdait les matchs, mais que c'était les joueurs sur le terrain. Il y a tous les ingrédients pour nous donner un supplément d'âme pour sortir cette équipe. C'est peut-être, à mon avis, plus simple dans la préparation mentale de prendre Nantes avec Comboiré, Bertucci en face que de prendre une équipe où il y aurait des gens qu'on ne connaît pas. Loïc, avant d'enchaîner avec Anto, désolé Mehdi, pour moi c'est distribué un peu à tout le monde. Loïc, toi pour Nantes, ça, tu le sens comment là, face au Nantes? Il y a quand même pas mal d'individualité chez nos collègues Canaries. C'est ce que tu dis. Justement, il y a beaucoup d'individualité, notamment devant. Moi, je ne trouve pas que derrière soit si serein que ça. Mais après, comme on l'a dit avant, je pense que le facteur, ils se voyaient peut-être déjà sauvés à la dernière journée parce qu'ils avaient une dynamique. Et sur la dynamique, ils jouaient quand même Brest, Bordeaux. Je crois qu'ils avaient joué des équipes qui n'étaient pas trop en forme. Et après, je pense que ça peut jouer sur le mental, clairement. Peut-être que ce match-là, l'autre jour, ça leur a mis un coup de massue sur la tête. Il va falloir leur rentrer d'entrée chez nous. Montrer qu'on est chez nous et qu'on est excellent chez nous. Quoi. Mehdi, tu étais avec un supporter nantais hier. Ouais, d'une autre émission, on avait un invité qui était supporter, mais fan à 200% du FC Nantes. Alors, comment ils sont à Nantes, là, à ce moment, à part avoir enterré la plupart, en fait, il y en a beaucoup qui sont un peu comme nous ces dernières années. Même plus, je pense encore plus que nous. Ils sont tellement en détestation envers Kita. Honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est pire que nous, un peu à la fin avec Sadran. Sadran, on avait toujours une part d'affection quand même parce qu'il nous avait sorti de la merde, etc. Kita, à Nantes, c'est pas. Et Sadran nous a toujours respectés. C'est surtout là, Sadran nous a respectés alors que Kita leur, pardonnez-moi l'expression, mais leur chie violemment à la gueule depuis le départ. Et respecte Sadran respecter l'histoire du club. Or, Kita souhaite supprimer en fait l'histoire du club et construire que la sienne. Il considère qu'il faut que lui, il écrase tout pour construire la sienne et qu'il n'y ait que la sienne qui ressort depuis qu'il est au FC Nantes, ce qui est évidemment une catastrophe. Et donc, il y a vraiment un rejet complet de la part des supporters. Et pour en avoir discuté avec lui, du coup, il me dit ils sont beaucoup à souhaiter la descente. Beaucoup à souhaiter la descente. Et je lui ai même posé la question, moi, est-ce que pour vous, Toulouse est un bon exemple, puisque le club s'est restructuré avec un nouvel investisseur, etc. Il nous a dit même pas, puisque Toulouse, c'est hyper rapide ce qui a été fait et on est admiratif du travail qui a été fait à Toulouse. Et eux, même si c'est une reconstruction un petit peu plus lente, mais beaucoup plus saine et avec un retour un petit peu aux sources et à ce qui fait l'histoire de Nantes, c'est un grand club français. Et dans l'histoire, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, on est quand même sur une émission du TFC, mais historiquement, ça a plus de poids Nantes que Toulouse. Oui. Et pourtant, ils balayent cette histoire-là. Et honnêtement, voilà, ils ont même enterré le FC Kita avant le match et ça a fait pas mal de polémiques. Voilà, donc il n'y aura pas un énorme soutien de la part des supporters derrière leur club, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à gérer cet environnement-là ou pas? Je ne sais pas. Ça va être compliqué. Anto, on est d'accord que Lafont va nous sortir le match de l'année. C'est écrit, ça, non? Ah, c'est écrit.
Mais j'aurais été persuadé de ça si c'était encore l'année dernière. Cette année, je pense et j'espère vraiment que les choses ont évolué et qu'on sera en mesure de contrer tous ces mauvais retours au stadium qu'on avait connus, par exemple, avec Delors, avec Alexis Blin, avec voilà, plein d'autres exemples. J'espère qu'on sera en mesure de contrer ça. Mais juste là où je voudrais, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord avec tout le monde, mais je pense que Nantes était quand même l'adversaire. Alors, pas celui qu'il fallait éviter parce qu'ils ne sont pas là pour rien et ils ne font pas peur. Il faut calmer quand même les gens qui étaient, je trouve, un peu dans l'extrême à dire vraiment que Nantes, c'était déjà écrit qu'ils allaient se maintenir, qu'ils vont se maintenir face à nous. C'est pas vrai. Ils ne sont pas là par hasard et on a toutes nos chances, on a autant de chances qu'eux. Donc, déjà ça, mais c'est surtout que je pense que des équipes comme Brest ou Bordeaux, dans une moindre mesure, parce que Bordeaux, quand même, c'est quand même pas Brest, c'est quand même pas Brest au niveau sur le plan individuel, était beaucoup plus, pas plus facile à gérer, mais déjà sur le plan individuel, Nantes est meilleur que Brest, par exemple, je trouve. Et également sur le plan de la forme actuelle, je pense que Nantes était quand même. Il vaut mieux quand même jouer une équipe qui reste sur pas mal de défaites et qui avait un peu un destin à la Niort, je trouve, c'est-à-dire une équipe qu'on pensait il y a encore un mois impossible, qu'on pensait que c'était impossible que Brest se retrouve en barrage. Je trouve qu'il valait mieux affronter une équipe comme ça là plutôt qu'une équipe comme Nantes que tout le monde pensait se sauver à l'issue de la 38e journée. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire, mais je suis d'accord avec tout le monde que ça ne fait pas peur et on a toutes nos chances. Il faut quand même garder en tête ça, qu'on n'est pas mort et que voilà, il faut être optimiste et parce que on a toutes nos chances et il n'y a rien d'autre à prouver. On n'est pas là par hasard, ils ne le sont pas non plus. C'est ça, c'est hyper agréable parce que c'est très indécis, tout simplement. En une année normale, Nantes, c'était du 80-20. Là, tu descends sur du 60-40, puisqu'avec l'avantage et le fait que ça soit fait pour que le club ils ont quand même cet avantage-là. Voilà. Et puis sur l'effectif, ils ont des joueurs qu'on n'a pas. Hein. Voilà. Individuellement, oui. Collectivement, je pense que c'est là où ça va pêcher. Alors, ils ont fait, justement, sur la dynamique de fin de saison, ils ont progressé là-dessus. Ils ont une défense qui n'est pas géniale. Notamment les latéraux qui ne sont pas géniaux. Et pourtant, sur les derniers matchs, ils ont très peu pris de buts. Voilà. À part le latéral gauche qui est meilleur chez nous, Machado qui est 10 fois meilleur qu'Apia, et allez, on va dire Aminadli qui peut être un peu meilleur que Khalifa Koulibaly. Après, le reste des joueurs, on n'a pas forcément, nous, l'équivalent. Donc, il va falloir s'en sortir vraiment collectivement, tout jeter dans la bataille. Et voilà, j'allais envie de dire, il n'y a presque rien à perdre. Quoi. Presque. Ouais. Nathan, tu as des réactions tu as des réactions. Ouais. Sur les réseaux, alors on est assez optimiste côté toulousain. Ça craint beaucoup les individualités nantaises par contre. Voilà, les Blas, les Colomboigny qui reviennent souvent, les Simon. Mais voilà, on attend de pied ferme, on va dire, le retour de Comboiré au stadium sur les réseaux. Et ce qui ressort, voilà, c'est qu'il y aura une différence, certes, au niveau physique entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Mais beaucoup de supporters sur les réseaux croient en le collectif toulousain qui peut poser des problèmes aux individualités nantaises. Ben, nos Toulousains, messieurs, on va s'y attarder. On a parlé un petit peu des Nantais, mais bon, on va quand même parler de nos Toulousains et je pense qu'il va y avoir quelques petits duels. Le premier duel, ça va être le duel de gardiens, Dupé-Lafont. La jeunesse, la fougue de Lafont, peut-être contre l'expérience de Dupé. Dupé, ancien Nantais quand même. Donc là, on a deux gardiens qui sont face à leurs deux anciens clubs, entre guillemets. Loïc, est-ce que tu penses que ça va être une des clés du match, ce duel interposé entre Lafont et Dupé, ou ça va se jouer ailleurs, à ton avis? Une clé, oui. Après, le poste de gardien de but, c'est important. Moi, Dupé, je pense qu'il a faim là. C'est un ancien club et il avait eu un petit peu sa chance, il me semble, mais je trouve qu'il a vachement progressé. Donc, ça va être une clé. Après, je pense pas que ça va jouer impérativement là-dessus, mais ça va être une des clés, quoi. Derrière, messieurs, bon, le retour de Gabrielsen. Je ne pense pas que Diakité sera là. Il était juste là pour le remplacer. C'est Gabrielsen dans la hiérarchie. De Wast, Amiens, ça ne devrait pas bouger normalement. Machado Moreira,
ça devrait être aussi là. Je pense qu'on repartira sur un 3-5-2. Hein. Je vois très mal Patrice Garand mettre un 4-3-3 ou un 4-4-2 ou je ne sais quoi sur un match aussi important. Le milieu de terrain, c'est là où ça surtout à domicile. Pardon? Surtout à domicile où la volonté, ça va être de rentrer bas et de cartonner. En fait, de reproduire le match qu'on a fait contre Grenoble. Oui, bah là, en plus, c'est ça, parce que ça va être un match couperé, ça va vraiment être un match aller-retour. C'est pas le même format, attention. Hein, demandez aux supporters parisiens comment ils ont vécu leur dernier match aller-retour européen. C'est des formats particuliers, donc il faut être concentré sur 180 minutes. Donc on peut avoir plusieurs tactiques aussi, hein, bien sûr. Mais bon, là, je pense que ça ne devrait pas bouger. C'est au milieu de terrain, messieurs. On a eu aujourd'hui une petite alerte de Bref de Jagereux qui serait fait un petit peu mal à la cheville apparemment, mais qui devrait pouvoir retenir sa place. Mais est-ce qu'on repartirait justement avec ce même milieu, Spearings, Koné, de Jagereux, Mehdi, je te vois hocher la tête. Tout à l'heure, tu parlais un peu de Spearings qui était un peu en dessous, mais qui pour toi était un peu l'équilibre de cette équipe. Il est indispensable. Personne ne peut jouer aussi bien que lui au poste de numéro 6. Koné, quand il y est, c'est pas aussi bien que ça. Il n'apporte pas le même équilibre au milieu de terrain. Il est pas plus haut, et du coup, il n'est pas plus haut sur le terrain, tout simplement. C'est le seul 6 de métier. Hein. Oui, voilà, exactement. C'est le seul qui peut jouer à ce poste-là. Donc, je vois Sidibé. Non, Sidibé ne peut pas jouer, hein, Anthony. Il a joué à Châteauroux, il ne peut pas jouer. Non, mais je pense qu'on repartira sur la même chose. Honnêtement, des Jagereux, franchement, il peut jouer en béquille. Rien que le fait qu'il soit sur le terrain, c'est bien pour tout le monde et c'est bon pour tout le monde. Donc, même avec un mal à la cheville, il a dit que lui, ça allait, ça le ferait pour jeudi, apparemment. Et bien, ça le fera pour jeudi, bien strapper. Et puis voilà, on partira. L'équipe, ça sera la même, sauf, je pense, sauf Gabriel Sen à la place de Diakité. À moins qu'il y ait une surprise avec Ili Bayo devant. Mais bon, ça va être encore le même débat. Est-ce que c'est Bayo qui va c'est le seul endroit. C'est ça, c'est le seul endroit où la question se pose, mais comme depuis le début de saison, en fait, où ils ont tous les deux été décisifs à tour de rôle. La seule différence, c'est que maintenant, on se rend compte que sur le match justement face à Grenoble, que pour une fois, Bayo a été capable de faire un match plutôt intéressant en étant titulaire, ce qui a rarement été le cas d'habitude où on s'accordait tous à dire qu'il était meilleur en super sub. Et là, pour une fois, les rôles ont été inversés. Il a été bon quand il a été sur le terrain et a été très bon quand il est rentré en super sub, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà, ça va être vraiment là entre les deux, ça va se jouer sur la fraîcheur et peut-être surtout l'arrière-garde nantaise où je pense que en début de match, Bayo peut être plus intéressant face à Palois pour aller justement au défi physique et pour récupérer et garder les ballons qui reviendraient de derrière. En fait. Ah oui, je veux pas être entre les deux là. Non. Techniquement, ça va pas être joli. À choisir, peut-être, je dirais plus parce qu'il a mis un but au dernier match et parce qu'il est en confiance. Et on a vu que de base, oui, même si sur le match précédent, ça a marché. Là, peut-être que mettre titulaire et Bayo en super sub, ça pourrait être efficace. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le verrais, peut-être. Toujours pas de Koulouris, en tout cas. Loïc, plutôt ou plutôt Bayo, et après on va enchaîner. Moi, je pense qu'il ne va pas changer. Et pour moi, Bayo, il a vu les dernières semaines et sa prestation. Et vu sa prestation, ses dernières prestations, je pense qu'il a sa place. Hormis l'efficacité qui lui manque face à Grenoble, je trouve qu'il fait un bon travail de ça. Puis il s'entend de mieux en mieux avec Adli. Quand il y a des longs ballons, par exemple, il y aurait un peu plus à la garder. Adli tourne un peu autour. Mais pour moi, je pense que vu les dernières semaines et la dynamique, il n'est pas indispensable, mais je pense qu'il a une longueur d'avance. Et en plus, je crois que physiquement, c'est pas encore ça pour faire un match peut-être en entier ou jouer plus longtemps. Donc moi, je garderai Bayo et je pense qu'il va le garder. De toute manière, je pense qu'il va y avoir une gestion un peu sur 180 minutes aussi de Garand. Hein, et puis les deux vont tourner. Ils auront tous les deux leur chance. Je le vois très mal. Il est commencé, Bayo faire 5 minutes ou l'inverse. Bayo commencer et il est faire 5 minutes. À mon avis, il y aura vraiment deux temps de jeu assez importants pour les deux avec de stratégies. C'est réglé. Hein. De toute façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est 60 minutes, 30 minutes. En gros, voilà, c'est le changement est comme ça depuis très longtemps. Alors, sur certains matchs, ça a été un petit peu moins, ça a été 15 minutes. Mais globalement, c'est ça. Il y en a un qui joue 1 heure, 60-65 minutes, et l'autre qui finit. Que ça a été dans un sens ou dans l'autre. Et tant mieux pour nous, c'est une chance. Oui. Bien sûr, exact. Complémentaire, vraiment. Ouais, puis
c'est des problèmes de riches, entre guillemets, bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux avançants. Enfin, 3 offensifs, parce que même je mets Adli aussi dans le lot, aussi impliqué statistiquement et avec autant de buts et de passes décisives. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour cette preview. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Sinon, on passe au prono. Non, personne. Nathan, peut-être une réaction, parce qu'on ne t'a pas trop entendu, puisque tu es sur les réseaux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec tout ce qui a été dit? Est-ce que tu as une dernière réaction? Ou alors, sinon, on enchaîne sur les pronos. Ouais, globalement, je suis assez d'accord. Voilà. Je vais un peu résumer ce qui a été dit. Hein. Ça va être un match assez difficile. On va dire, il va falloir le prendre tambour battant dès le premier match au stadium. Mettre beaucoup d'intensité, un peu comme on a fait le début de match face à Grenoble. Voilà, parce qu'on peut avoir certains regrets peut-être au match retour, mais être solide à domicile et puis se laisser l'espoir d'aller chercher une petite victoire à Nantes. Enfin, une petite victoire, une petite montée. Bien sûr. Anto, ton prono, et je vais te demander que le match aller, parce que le match retour, en fonction du match aller, ça peut quand même être totalement bizarre, on va dire. Donc, soyons le plus objectifs pour ce match aller. Je pense que ça va se décider à l'envie et on aura plus envie qu'eux. Donc, 1-0 pour nous, tout simplement. Ah, simple et efficace, ça marche aussi. Mehdi. Victoire 2-1. Et bon, pour moi, il y aura défaite. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Après, juste, on ne l'a pas dit, une chose, Nantes, c'est l'inverse de nous. Nous, on est bon à domicile, mauvais à l'extérieur. Nantes est une équipe de contre, donc est plutôt bon à l'extérieur et moyen à domicile. Donc, il va y avoir quand même opposition de style et il va falloir réussir à gérer ça. Anthony, ton buteur, et Mehdi aussi, tes buteurs. J'ai oublié de vous demander. Anto, ton buteur. Adeli pour le remettre en confiance de ces dernières semaines. Qui ça? Adeli pour le remettre en confiance de ces dernières semaines. Mehdi. Bayo et Amiens. Amiens, dès qu'il a marqué, on a gagné. Donc, vas-y. Hein. Yves. 2-0 pour nous, de Jagereux connu. Ouais, en mode milieu de terrain. Ça sent la frappe de 25 mètres, Yves, ça. Exactement, comme d'habitude. Auxence. Victoire 2-1 pour nous. En première mi-temps, Ilé et Van den Boomen à la fin. Attention, avec vos deux, le but à l'extérieur, il compte, hein, messieurs. Hein. Ça peut jouer, ça. Hein. Loïc. Moi, je pense qu'il va y avoir un partout. But de Bayo pour montrer à Palois que c'est son petit. Et il en remettra un au match retour. Nathan. Allez, 2-0, Bayo et Palois contre son camp. Pour le délire. Pour le délire. Allez, franchement, vous êtes confiants, mais c'est pas les 2-1, 2-1, ça sent des matchs retour un peu compliqués quand même. Hein. Mais t'inquiète pas, c'est pas compliqué au match retour. Match interrompu par envahissement de la pelouse des supporters nantais qui veulent faire descendre le FC Kita et on monte, c'est bon. C'est réglé. Ce serait beau de réécrire l'histoire pas comme ça. Moi, on m'a demandé de faire le pari dans une autre émission et en score cumulé, j'ai mis 4-2 pour Nantes. Donc, j'ai mis le 2-1 à l'aller et qu'on allait perdre 3-0 au retour. Donc, voilà. Et moi, je pense qu'on va les tordre 3-0, tu vois, à l'aller. Je pense que vraiment, à l'envie, on va… 3-1 plutôt, pas 3-0, on va prendre un but. 3-1, Adli va se réveiller, Bayo aussi, et Spearing sur penalty parce que c'est à la mode en ce moment. Elmander dans la surface 3-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Ok, messieurs, c'est bon pour les pronos, c'est bon pour cette petite preview. Maintenant, Loïc, ça va être à ton tour. Il va y avoir que toi qui va être mis à l'honneur pour cette petite interview supporter. Loïc, quel âge tu as? J'ai 24 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Je dirais depuis 2006-2007. C'est l'année où on a fini en Ligue des Champions, tour préliminaire. Comment t'es devenu supporter du TFC? Moi, j'aimais bien le foot. J'avais commencé le foot et puis, je sais pas, un jour, mon père, il m'a amené au stade. Je sais pas pourquoi, alors qu'il aime le basket. Bon. Et il m'a amené au stade un TFC Guignon là, en Ligue 2 et je me souviens plus du tout du match, mais j'ai l'image du stadium quand je monte
quand on monte pour aller en tribune, je tombe amoureux direct, quoi. Donc, le premier match TFC Guignon. Ouais, on a perdu 1-0, je crois. C'est le seul truc que je me souviens. Il me semble. Hein. C'est quand on montait de. C'était l'année où on est monté face à Istres ou un truc comme ça, qui a eu un envahissement de terrain. Je crois que c'était cette année-là, en Ligue 2. Il me semble. Je vais pas dire je te fais confiance pour le coup. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Mon meilleur, alors c'est pas un souvenir précis, mais je dirais c'est l'engouement qu'il y avait quand on a fait la remontada entre les matchs face à Bastia 3 et après on avait fini à Angers là. On avait oublié un petit peu le classement limite et enfin perso en tout cas, j'ai oublié le classement un petit peu et on avait retrouvé un peu d'engouement, il y avait du monde au stade. Donc c'était kiffant, moi j'y allais avec une bande de potes, là on s'est régalé. Puis on finit sur Angers, donc c'était parfait. Ton pire souvenir maintenant, et pourquoi? Je voulais dire TFC Guingamp, mais je vais dire la saison dernière. Et je n'ai pas besoin de me justifier, c'est une catastrophe. Ça plombait les week-ends de tout le monde. Donc on veut plus voir ça, quoi. T'imagines les gens qui faisaient une émission tous les mardis en plus? Ouais. C'était dur, hein. Ah, c'était la soupe à la grimace tous les mardis. C'était les flops et les flops. Ouais, c'est ça. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Qui m'a fait rêver, je dirais le grand Ola Toivonen pour sa grinta. Non, en vrai, je vais pas être original, je vais dire Ben Yedder parce que c'est ma génération, on va dire. Et c'est l'un des mecs qui m'a fait lever de mon siège. Je me souviens d'un match face à Reims, là où on est remonté. On perdait 2-0, on est remonté à 3-2. Moi, j'étais derrière les buts et je prenais les feintes. Hein. Pareil, hein, moi, je faisais comme Tac Alfred derrière les buts, hein, je pense. Et voilà, c'est un mec qu'on verra peut-être plus jamais. Un mec atypique comme ça, à la pointe de l'attaque, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a laissé des traces quand même, le petit Wissam. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? C'est actuel ou toute génération confondue? Tu peux nous sortir le gardien de la Coupe de France 57. Moi, je dirais, alors ça, pour changer, je vais dire Congrès, parce que je suis né à Toulouse, je suis formé à Toulouse, capitaine de Toulouse, juste je ne serais pas parti à Montpellier, mais je reste un petit moment à Toulouse, voilà. Congrès, je dirais. Il avait une bonne place, moi, j'aurais kiffé être à sa place. Ouais, c'est un très bon gars en plus. Daniel Congrès est très bon gars. Eh bien, merci Loïc pour toutes ces petites informations. Messieurs, on va bientôt clôturer l'émission. Premier rendez-vous à ne pas louper, 18h15 sur le pont, samedi au Stadium, bien sûr. Sous le pont, pas sûr, pardon, sous le pont, exactement. Les Indians qui organisent encore un accueil de bus avec tous les Toulousains qui sont appelés à la rescousse pour venir envahir tout le parvis et foutre un gros bordel pour encourager nos joueurs. Yves, pour la liste, des choses nouvelles, des choses à dire ou pas? Non, rien de très nouveau. Et je voulais juste te dire par rapport à l'accueil de bus, c'est ce qui pourrait faire la différence parce que le 12e homme sera présent à Toulouse. Et comme le disait Mehdi, je ne suis pas certain que les Nantais bénéficient du même soutien. Ouais, exactement. Exactement. Et il y aura, Yves, si, on ne l'a pas encore dit, mais pour la dernière émission, l'émission bilan qui se fera sûrement la semaine prochaine, dans 2 semaines, il y aura un petit jeu concours, mon cher Yves, parce que on peut l'annoncer dès ce soir. Mais qu'est-ce que la 10 doit nous faire gagner? Alors, si on peut l'annoncer dès ce soir, annonçons-le. On vous propose de gagner la dernière sérigraphie Virage Bristaton qui a été sortie par la DIST. Il n'en reste plus qu'une et elle sera gagnée lors de cette émission-là. Voilà. Après, vous vous débrouillez avec la feuille de match pour savoir les modalités. On organise tout, on vous tiendra au courant. Bien sûr. T'as dit quoi, Mehdi? Je suis déçu, Camille. Je pensais qu'on avait gagné un voyage en train avec Yves. Ça c'est pour la reprise de la saison, ça. La reprise. C'est vrai, ça. Donc voilà, écoutez, on vous tiendra au courant, ce sera pour la dernière émission. Donc c'est pas encore, ne nous demandez pas, parce que la sérigraphie est magnifique. Moi, je l'ai encadrée à la maison, elle est vraiment splendide et j'espère que vous aurez la chance de la gagner. Voilà, messieurs, on est bon pour ce soir. On va se tenir au courant dans la semaine, bien sûr. Peut-être qu'il y aura des choses à dire de positif ou de négatif. Ça, on verra cette semaine. On sera tous jeudi sous le pont et devant nos écrans pour suivre ce match le plus important, pour suivre ces 2 matchs les plus importants de la saison pour notre Toulouse Football Club.
Nathan, Mehdi, merci. Oxens, merci. Anthony, merci à toi aussi. Yves aussi. Et Loïc, un grand merci à toi d'être venu. J'espère que l'émission t'aura plu, que t'auras passé un bon petit moment avec nous. Ouais, bah nickel, merci à vous et continuez ce que vous faites là, le format c'est impeccable. Ça fait plaisir. Bah, c'est gentil, merci. Bah, écoute, on va sûrement repartir en radio, ça sera filmé en radio. L'année prochaine, on reprendra les bonnes bases normalement, parce qu'il n'y aura plus trop de Covid et ça sera mieux. Messieurs, passez une très très belle soirée et Forza Viola bien sûr pour cette semaine et on se dit à la semaine prochaine.